Peut-être une question aussi sur la COP 27 qui a commencé cette semaine. Alors ce qui a changé par rapport à la COP 21 de 2015, c'est que tout le monde est plus ou moins d'accord sur le constat. Ce qui n'a pas changé en revanche, c'est le manque de suivi des grandes annonces qui y sont faites, sachant que la dernière COP 26, elle s'est achevée sur les larmes de son président, qui dévoilait un pacte de Glasgow un peu minable. Est-ce que vous pensez que ça sert encore à quelque chose, ces J'ai COP? écrit dans mon éditorial des Échos ce matin que ça ne sert à rien. Ces conférences où, comme aux Nations Unies, on voit les chefs d'État venir parler 15 minutes sans rester pour écouter les suivants, Oui. défiler à la tribune, c'est pathétique, ça ne sert à rien du tout. Il faut arrêter avec ça. D'abord, ça coûte beaucoup d'argent, c'est des occasions de rencontres totalement ridicules. On va en avoir une prochaine sous le nom de G20, que moi j'ai toujours appelé 20 VAIN, qui ne sert à rien. Il faut quand même passer à l'ère moderne. L'ère moderne, ce serait que les chefs d'État des principales nations, du Conseil de sécurité élargi, se réunissent tous les mois, de façon virtuelle, sans besoin de publicité, ni de médias, ni quoi que ce soit, et parlent, discutent des projets et règlent les problèmes du monde. Si on avait tous les mois, tous les mercredis de 15h à 19h, 20 chefs d'État qui ont un agenda avec un secrétariat, qui pourrait être à New York aux Nations Unies, qui traitent des problèmes du monde sérieusement, et pas pour simplement faire des photos et s'en aller, on aurait peut-être une chance. Mais tout ça, c'est ridicule. Mais vous qui conseillez, pas tous les présidents, mais en tout cas plusieurs présidents encore aujourd'hui, est-ce qu'ils sont réceptifs à ça? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Je pense que tout ça va s'effilocher. D'ailleurs, on voit bien à la COP, il y a beaucoup de chefs d'État qui ne sont pas venus. Alors il manque les États-Unis et la Chine, en effet. À la réunion en Indonésie, il y a beaucoup de chefs d'État qui ne viendront pas. Ouais. Donc tout ça est en train de s'effilocher. Et puis les nouvelles technologies font que c'est absurde. Enfin, aller en Indonésie pour une réunion qu'on peut faire en Zoom, c'est grotesque. Alors votre livre maintenant, Jacques Attali, donc Histoire et avenir au pluriel de l'éducation. On parlait de la démocratie en Amérique, on parle de l'éducation, du climat. On voit bien derrière qu'il y a une crise majeure de l'éducation. C'est un peu le fil rouge de tout ce dont on parle depuis le début de cette interview. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? L'éducation, j'essaie d'en raconter l'histoire globale qui n'avait jamais été racontée et de voir comment elle évolue. Elle a été toujours fascinante parce qu'elle a toujours été traitée par autre chose que l'école, qui n'est qu'un acteur tout à fait marginal de la transmission des connaissances. Et aujourd'hui, il y a deux évolutions majeures. La première, c'est l'évolution démographique, différente dans les pays du Nord et dans les pays du Sud, mais qui, dans les pays du Nord, va s'effondrer la jeunesse, et dans les pays du Sud, va rendre impossible de maintenir le système éducatif, parce que, déjà en Afrique, il y a 100 élèves par classe, et les professeurs ne sont pas au niveau, donc toute l'Afrique est dans une situation d'ignorance croissante. Et donc il y a une très très grave crise de l'éducation liée à la démographie. Et la deuxième crise, c'est les technologies qui ont déjà commencé à être un peu une réponse d'ailleurs à la possibilité de faire classe à 100 élèves par classe. Mais on ne peut pas imaginer de remplacer simplement l'école par des cours à distance ou plus tard par les innovations extraordinaires qui arrivent. Alors, puisqu'on est chez BFM Business, il faut clairement dire que le marché de l'éducation va être un immense marché demain, énorme. Je dis dans mon livre ce qu'il est, son taux de croissance, les pistes et les chemins. Il est de combien ? La croissance, on pense que la croissance va être de 40% par an dans les années qui viennent, donc c'est gigantesque. Mais dans des métiers très différents, dans des écoles privées, que des plateformes d'enseignement, que des jeux vidéo d'éducation, tout ce qui va venir avec les hologrammes et le métaverse, etc. Tout ça va créer des potentiels d'éducation qui peuvent être formidables, parce que les techniques d'enseignement à distance peuvent être excellentes, mais qui exigent un équilibre nouveau entre l'école et l'enseignement à distance. Et aussi de se prémunir contre le fait que les écrans, lorsqu'ils sont donnés trop jeunes, c'est une catastrophe. Oui, bien sûr. Moi, je recommande, pour l'apprentissage. Je recommande d'interdire l'accès aux écrans jusqu'à l'âge de 6 ans. 6 ans, pas 3 ni 3 ans. 6 ans. Et à partir de là, le vrai danger, c'est si l'écran devient un lieu de jeu pur et non pas de jeu éducatif. Or, on a tous les moyens pour faire que l'école que la formation, qui d'ailleurs devra être tout au long de la vie. C'est fini l'école pendant quelques années, puis après on fait autre chose. On devra apprendre tout au long de sa vie, parce que tout simplement les métiers auxquels on devra être... Vous ne ferez pas le même métier dans 10 ans, vous ne serez pas là dans 10 ans, vous ne serez pas là... Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais c'est probable. Non, mais 60% des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui, en effet. Oui.